Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous présenter la toile de l'égalité. C'est un outil que j'ai conçu à l'origine pour former les enseignants et les enseignantes à l'égalité de genre, mais pas seulement. Avant d'entrer dans la présentation de la toile de l'égalité, nous allons déjà nous demander à quelle question cet outil répond pour savoir si la question se pose vraiment. Une même leçon est-elle reçue par tous et toutes de la même manière? Alors évidemment, c'est ce que nous aimerions en tant qu'enseignants et enseignantes, que tous les élèves de nos classes, pour lesquels nous faisons le même pari d'éducabilité, entendent notre leçon et en tirent le meilleur profit. Mais est-ce vraiment le cas? Tout d'abord, je vais vous parler du concept de la division socio-sexuée des savoirs. C'est un concept développé par Nicole Mosconi en 1989 qui explique que, bien sûr, les métiers n'ont pas de sexe, c'est ce qu'on répète aux élèves sans arrêt. Bien sûr, tout le monde peut accéder à tous les savoirs. Néanmoins, il y a certains savoirs qui sont pour certaines personnes, selon leur sexe et selon leur origine sociale, évidents, naturels, attendus, supposés faciles, et d'autres qui sont tabous, infamants, inaccessibles ou peut-être tout simplement inconnus. Prenons par exemple un petit garçon qui rentrerait le soir après une journée de découverte de métier et qui dit à ses parents qui sont tous les deux cadres supérieurs, « Papa, maman, je sais ce que je veux faire. Je veux être esthéticien. » Il est probable que la discussion avec les parents le soir soit un peu compliquée. Bien sûr, ses parents vont dire qu'il n'y a pas de sous-métier, que l'essentiel c'est qu'il soit heureux, mais il est évident que ce petit garçon de famille favorisée, en annonçant esthéticien, annonce deux déclassements. Un premier déclassement en termes de classe sociale et un deuxième déclassement en termes de genre. Parce que, bien sûr, les métiers supposés féminins sont connotés moins positivement, sont moins reconnus que les métiers dits masculins. Mais à l'inverse, une petite fille qui rentrerait le soir après une journée de découverte de métier et qui dit « Papa, maman, je veux être analyste big data ». Et ses parents sont de classe populaire. Qu'est-ce que ça peut bien être, quelqu'un qui serait analyste big data? Quelles sont les études qui y mènent? Comment fait-on? On connaît personne qui fait ce métier-là. Et puis, une fois qu'on aura compris que c'est quelque chose autour de l'informatique, mais quand même, il y aura des garçons, est-ce que tu vas vraiment te plaire? Pour avoir plus d'informations sur comment la société instille une division socio-sexuée des savoirs, je vous propose deux sites internet. Le premier, aussi.ch, qui répond à beaucoup de questions que peuvent se poser des parents, des enseignants et des enseignantes sur ces questions, et deux autres sites, Genre Image et la fondation iWatch, qui vous montrent l'image des hommes et des femmes dans la société et dans les médias. Avec vous, je prendrai un seul exemple, qui est cette magnifique map-monde rose. Alors évidemment, dans un premier temps, il faut se souvenir que c'est idiot, bien sûr. Faire une map-monde avec des océans roses et des terres roses, ça n'a pas de sens. Moi, quand j'étais petite, j'avais une map-monde avec des océans bleus et des terres marrons. Eh bien, je réalise aujourd'hui que j'avais la map-monde pour garçons. Alors évidemment, la science n'a pas de sexe, les map-mondes c'est pour tout le monde, mais à partir du moment où vous créez une version rose de quelque chose, l'autre version devient pour garçons. C'est-à-dire si vous pensez pouvoir attirer les filles vers, par exemple vers de la science, en leur proposant une version plus rose, plus girly, plus choupie, avec des paillettes, eh bien vous êtes en train de dire que la science, elle devient pour garçons, parce que la science pour filles a besoin d'être spécifique, redessinée, reconçue spécialement pour elle. À l'école, les élèves apprennent aussi la division socio-sexuée des savoirs, et en général à l'insu de tous et de toutes. Ils l'apprennent par les manuels scolaires ou les moyens d'enseignement, ils l'apprennent dans les relations avec l'institution, dans les contenus enseignés, par les relations qu'ils ont avec les autres élèves ou avec les enseignants et les enseignantes. Sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir soit le site Hubertine Auclair, soit le site des bureaux de l'égalité romain. Je vous montre juste deux exemples, mais j'en ai une grande quantité. Deux exemples de ce qui se passe à l'école en termes de représentation et de stéréotypes entre les garçons et les filles. Voici une couverture d'un livre d'apprentissage de la lecture. Sur cette couverture, vous voyez un petit garçon en bleu qui joue au ballon et une petite fille en rose qui fait un câlin avec sa poupée. Franchement, avait-on besoin que l'école nous rappelle ces représentations qui sont omniprésentes dans la société en général? Et voici un autre livre. Pour un peu plus tard, il s'agit d'apprendre l'anglais et regardez cette image. Nous avons deux filles qui font du shopping, pendant qu'en arrière-plan, un garçon s'ennuie poliment. Est-ce que vous croyez que les garçons ne font jamais de shopping? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que les filles qui papotent autour des vêtements?
Évidemment que non. Vous pouvez en discuter avec vos élèves, les garçons ont des idées très très précises sur les tenues qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas envie de porter. En quoi cette image va nous aider à apprendre l'anglais? Bien sûr, l'école n'est pas responsable des inégalités de genre, des inégalités sociales ou des inégalités ethniques. Par contre, si elle ne fait rien, elle devient responsable de la reproduction. Comme le dit Marie du Rubella, il suffit que l'école fonctionne comme un milieu normal pour que les inégalités sexuées, comme d'ailleurs sociales, y soient continuellement fabriquées. En quelque sorte, comme elle dit aussi, l'école est sexiste par abstention. Or, l'école est aussi une des rares institutions à avoir l'égalité au cœur de sa mission. Alors on aimerait que ce soit aussi au cœur de la mission des médias, de la vie politique, de l'entreprise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, l'école ne peut pas donner à penser que ça ne la préoccupe pas. Elle ne peut pas fermer les yeux sur les inégalités en son sein. Sur cette question et sur les questions de la mixité à l'école, je vous propose d'écouter 3 questions à Marie du Rubella qui en très peu de temps va vous l'expliquer de manière limpide. Si l'école est en amont de l'emploi dans la société, il est faux de croire que l'école est en amont de la société elle-même. C'est même une erreur fondamentale d'attribution. Depuis Bourdieu et Passeron, on sait que la société se dote de l'école dont elle a besoin pour se reproduire. Les orientations sexuées que l'on constate sont les conséquences d'un monde du travail sexué. Alors bien sûr, l'école voudrait, et se dote d'ailleurs de textes de loi, pour promouvoir l'égalité. Par exemple, la loi sur l'instruction publique à Genève dit très explicitement dans l'article 12 « Le département de l'instruction publique sensibilise à l'égalité entre filles et garçons et la promeut, notamment en matière d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. » Et la plupart des pays européens ont quelque chose qui ressemble à cette formule dans leurs textes éducatifs. Ce graphique montre des réponses qu'ont fournies des écoliers en fin de primaire à un questionnaire où on leur demande quels sont leurs affects par rapport aux maths et aux sciences. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a bien plus d'affects négatifs en maths qu'en sciences, mais après tout, c'est assez logique, les maths sont évaluées, sont une discipline considérée comme importante pour l'avenir, les sciences, quand on est en fin de primaire, beaucoup moins, et puis surtout, il y a un écart significatif en défaveur des filles dans toutes les dimensions mesurées sur les affects par rapport aux maths. Elles détestent, elles sont angoissées, elles stressent pendant les cours, elles sont mal à l'aise, elles ont peur de l'échec, en conséquence, elles détestent les maths. Je vais vous parler d'une expérience maintenant assez connue de Pascal Huguet et Isabelle Régnier autour de la menace du stéréotype en maths chez les garçons et les filles. Les 2 chercheurs vont proposer à des élèves de primaire ou du début du secondaire cette figure, et dans tous les cas, ils vont leur demander de la reproduire. Mais dans un premier cas, ils vont dire qu'il s'agit d'un exercice de mathématiques, et dans un deuxième cas, ils vont dire qu'il s'agit d'un exercice de dessin. Et regardez ce qu'on obtient. Les filles réussissent nettement mieux quand elles pensent faire du dessin que quand elles pensent faire des mathématiques. Alors que les garçons réussissent mieux quand ils pensent faire des mathématiques que quand ils pensent faire du dessin. Et en tout cas, les garçons réussissent mieux que les filles quand ils pensent faire des mathématiques. Alors, en tant qu'enseignant et enseignante, qu'est-ce que vous mesurez en réalité? La compétence ou le sentiment de compétence? Eh bien, probablement quelque chose un peu entre les deux. Parce que quand vous annoncez une tâche de mathématiques, tous les stéréotypes qui pèsent sur les mathématiques soudain se convoquent dans le cerveau des garçons et des filles. Et les filles savent très bien qu'autour d'elles, il y a un groupe social qui pense que les garçons risquent de mieux réussir qu'elles, et quoi qu'elles en pensent, c'est ce qui se produit. Deuxième expérience, cette fois avec des élèves plus grands. Toujours Pascal Huguet, mais cette fois aidé de Fabien Schneider, qui vont installer des étudiants et des étudiantes en maths dans une IRM. Même type de dispositif, on leur propose des équations à résoudre, aucune différence entre les garçons et les filles, jusqu'au moment où on va dire, sur l'équation suivante, il y a une différence de performance entre les garçons et les filles. Différence, on n'a pas dit qu'ils faisaient mieux. Pas la peine, tout le monde connaît le stéréotype, tout le monde sait. Et on constate que dans le cerveau des filles s'allume une zone du cerveau qui gère les émotions et qui tente d'inhiber les émotions négatives. Mais ça marche pas très bien, parce que dans ce cas-là, les performances des filles et des garçons ne sont plus identiques. Les garçons performent plus que les filles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans un premier temps,
je vous proposerai de réfléchir un peu aux différentes politiques d'égalité qui sont mises en œuvre à l'école, dans l'instruction publique ou dans l'éducation nationale. Égalité des chances, équité, égalité, les différentes stratégies souvent proposées, lutter contre les stéréotypes ou des rôles modèles, et puis ensuite, nous verrons pour de bon comment mettre en œuvre la toile de l'égalité.